Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous pour vous parler de nouveau de jeux d'histoire sur la campagne napoléonienne en péninsule ibérique, donc ce jeu solo historique de type wargame qui va permettre de revivre et de rejouer 20 batailles napoléoniennes qui se sont passées dans la péninsule ibérique entre 1808 et 1811 durant l'empire napoléonien. Et donc juste on a déjà fait une vidéo pour vous présenter ce jeu et ses principes. On en a fait une autre avec une partie complète qui était relativement longue. Donc là, l'idée, c'est de faire une petite vidéo expli-partie. On va dire, donc où je vais d'abord vous expliquer un peu les règles et après les mettre en œuvre sur quelques tours de jeu pour vraiment bien détailler avec vous les mécaniques de jeu pour que vous puissiez les appréhender et voir si cela peut vous intéresser et ensuite vous en servir comme référence pour apprendre ou pour jouer au jeu par la suite. Donc juste pour resituer un peu les choses, on parle, donc là c'est la présentation, donc on parle d'un jeu qui a été créé par un auteur qui s'appelle Mike Lambeau, donc c'est un jeu en anglais à la base, qui a été publié à compte d'auteur par cet auteur, donc c'est un jeu qu'on peut aujourd'hui acquérir en PDF, en print and play, donc c'est-à-dire qu'on va acheter des PDF, on va après imprimer les règles, imprimer les cartes, imprimer les scénarios du jeu, imprimer aussi des jetons qu'on va devoir assembler nous-mêmes pour pouvoir jouer au jeu. Et donc ce sont des jeux qui existent puisqu'il en a créé plusieurs, dont celui sur cette campagne napoléonienne, mais il en a créé plusieurs et ce sont des jeux qui ont plutôt bonne presse aujourd'hui dans le monde anglophone, notamment on en parle vraiment de façon assez sympathique sur Board Game Geek, qui est un des sites de référence sur les jeux de société en anglais. Ce jeu en fait a été adapté par un éditeur espagnol qui s'appelle Draco Ideas. Donc c'est pour ça que quand je vous ai montré cette petite feuille de présentation, vous voyez que c'est tout noté effectivement en espagnol, et qu'il a repris pour lui donner un nouveau design et le publier sous une nouvelle forme, sous la forme en fait d'un livre qui sera un livre à spirale qu'on pourra ouvrir et sur lequel on aura d'un côté la carte de jeu et de l'autre côté les instructions pour pouvoir jouer le scénario et avec notamment la manière de jouer l'intelligence artificielle, en fait l'automate qui va permettre de nous challenger et l'objectif effectivement va être de vaincre cet automate à travers 20 batailles possibles, donc ce qui est plutôt assez sympathique. Donc cet éditeur là revu tout ça au niveau du graphisme, au niveau du format, en appliquant un format de livre que je trouve vraiment très sympathique, et en proposant aussi une planche de pion qu'on va pouvoir dégrapper, donc sur carton, une planche cartonnée, donc comme une planche de pion à dégrapper pour d'un jeu de société classique, et qui vont permettre d'avoir un jeu clé en main avec un format utile, sympathique à utiliser et qu'on va pouvoir se lancer directement après avoir pris connaissance des règles dans l'épopée napoléonienne pour revivre certaines des batailles de cette campagne emblématique. Et donc, encore une fois, on a 20 scénarios, donc on a quand même de quoi faire. Donc, comment ça va se présenter ? Donc, effectivement, on va avoir une carte à hexagone qui est assez typique du type de jeu wargame ou jeu à thématique historique de stratégie, sur lequel on va pouvoir déplacer nos troupes qui sont représentées ici par des petits pions, donc je reviendrai un peu sur ces pions en détail. Mais on va d'abord s'attarder sur la carte. Donc comme vous le voyez, sur la carte on a des hexagones et dans chaque hexagone on a un terrain. Donc associé à ce terrain, on va avoir, en fonction du type de terrain, des effets qui vont jouer sur la partie. Donc ça, c'est assez classique. Donc je vous montre ici la liste, en fait, la table des terrains, donc qui liste pour chaque type de terrain les effets qu'on va avoir en jeu. Donc je vais la détailler très rapidement. Donc on va avoir des hexagones de bois. Donc les hexagones de bois ne vont pas bloquer les lignes de vue. Donc pour référence, les lignes de vue va être quelque chose qui sont très importants dans ce type de jeu. L'idée, c'est de savoir est-ce que mon unité va pouvoir atteindre une unité adverse pour réussir à l'attaquer. Donc, il faut voir que dans ce jeu, les hexagones de bois ne bloquent pas des lignes de vue. Par contre, elles vont provoquer
un malus lorsqu'on va lancer une pénalité, lorsqu'on va lancer les dés pour essayer de toucher nos adversaires. Donc c'est un jeu qui va se baser sur le fait qu'on va lancer un certain nombre de dés pour essayer de toucher. Et quand donc je dois lancer un dé de moins, je vais enlever un dé sur mon nombre de dés total. Donc c'est une pénalité qui va faire que mon tir va être moins efficace. On va ensuite avoir des hexagones de localité qui vont être des villages, des hameaux, des villes, qui vont d'eux-mêmes, lorsqu'on va tirer à l'intérieur d'une unité qui est dans un hexagone de localité, on aura un dé en moins. Et on voit aussi que ce sont des hexagones qui vont bloquer les lignes de vue qui les traversent. Donc là, on bloque les lignes de vue. Pour les bois, on les bloque pas, parce qu'on considère que les bois, en fait, ce sont pas vraiment des bois touffus, mais plus quelques arbres qui vont gêner nos attaques, mais qui vont pas les empêcher. On va ensuite avoir les hexagones de collines. Donc ça, ce sont des hexagones qui vont être plus élevés avec une élévation supérieure par rapport aux autres hexagones. On va avoir un bonus si on effectue une attaque depuis un hexagone de colline vers un hexagone qui n'est pas un hexagone de colline, donc qui est plus bas. Donc là, par contre, au lieu d'enlever un dé, ben en fait, on va en ajouter un, donc on va être plus efficace. Et il faut savoir aussi que les hexagones de colline bloquent, bien entendu, les lignes de vue, sauf si on est tous les deux sur un hexagone de colline, puisque ben, on se voit, puisqu'on est à la même élévation, entre guillemets. Le terrain de base qui est la plaine, donc on va avoir aucun modificateur sur ce terrain. On va avoir les rivières qui vont affecter l'efficacité de notre attaque si on est dans un hexagone de rivière. Alors, on peut se demander pourquoi. L'idée derrière ça, c'est que quand on est dans un hexagone de rivière, bah, c'est plus compliqué pour se mettre en ordre de bataille. Notamment, les infanteries avaient besoin d'être en ligne pour maximiser les effets du tir. Et donc, quand on est adossé à une rivière, on a moins la possibilité de s'étendre et de se positionner comme il faut au niveau de sa formation pour que notre attaque soit la plus efficace possible. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir un dé en moins, notamment qu'on va attaquer une unité qui va attaquer quand elle est dans un hexagone de rivière. Donc tous ces dés de bonus ou ces dés de pénalité se cumulent, c'est-à-dire que si on tire depuis un hexagone de rivière vers un hexagone de localité en passant en traversant un hexagone de bois, on va avoir 1, 2, 3 pénalités, donc 3 dés en moins, donc effectivement ça va fortement réduire notre efficacité, et de l'autre côté ça peut aussi jouer de la même manière en cas de bonus. Donc là on a un peu la description de la carte, donc on peut comme ça voir un peu de la manière dont la carte est faite. Ça peut nous donner des idées par rapport à la stratégie qu'on va déployer, puisque un objectif ça va être de faire en sorte d'utiliser au maximum le terrain à notre avantage, donc de se positionner au mieux pour avoir un maximum de dés pour être le plus efficace possible. Donc ça fait partie aussi de la tactique et de la stratégie qu'on va devoir mettre en œuvre. Donc bien entendu, pour ensuite se déplacer sur cette carte, on va avoir des unités. Donc les unités vont être divisées en 4 types d'unités qui représentent les unités militaires qu'on retrouvait à cette époque. Donc on va avoir d'un côté l'infanterie, hein, donc ce sont les hommes à pied, la cavalerie avec donc les soldats à cheval, bien entendu. On va avoir l'artillerie qui va représenter tous les canons qu'on va pouvoir utiliser en soutien de nos assauts, et on va avoir ensuite les commandants. Donc 4 types d'unités, et je vais pareil rentrer un peu en détail dans comment elles sont présentées ces unités et comment on va pouvoir les utiliser pour réussir à remporter la victoire. Donc hop, on voit ici les 4 types d'unités, donc que je vais positionner à côté pour pouvoir zoomer dessus et pour pouvoir un peu vous rentrer dans le détail de comment on va pouvoir les utiliser. Alors, donc on va avoir en premier lieu, donc les troupes qu'on va avoir le plus vont être les infanteries. On va ensuite avoir de la cavalerie ici, de l'artillerie ici, et des commandants qui vont représenter des commandants historiques.
on peut voir que sur les pions, on n'a qu'une seule information. Donc c'est quelque chose qui est assez simple. Cette information, cette valeur, elle représente la force de l'unité. Le chef n'a pas de valeur parce qu'en fait, un chef est considéré comme étant une cavalerie de force 1. Donc, on ne met pas de valeur force, voilà. Et c'est une cavalerie, on considère que c'est une cavalerie de force 1, que ça soit pour l'attaque, pour tous les mécaniques de déplacement et d'attaque. Ensuite, il y a des caractéristiques qui vont être communes à toutes les unités d'infanterie, toutes les unités de cavalerie et toutes les unités d'artillerie, qui vont être rappelées sur la fiche d'instruction du scénario qu'on aura toujours en vis-à-vis de notre carte de bataille, donc auquel on pourra se référer assez aisément, et qui vont permettre de lister des informations complémentaires pour nos unités. Donc la première caractéristique d'une unité, ça va être son mouvement ici. Donc une infanterie va pouvoir se déplacer à chaque tour de jeu d'un hexagone, une cavalerie, puisqu'elle est plus mobile, de 2 hexagones, et une artillerie de 1 hexagone. Donc on voit que c'est relativement simple, sachant que quel que soit le terrain qu'on a sur un hexagone vaut 1. Donc concrètement, une infanterie bougera d'un hexagone, une cavalerie de 2 hexagones, une artillerie de 1 hexagone, et le commandant, puisqu'on considère que c'est une cavalerie, va aussi pouvoir se déplacer de 2 hexagones. Le deuxième élément chiffré qu'on a dans la table, ça va être la portée. Donc la portée, ça va être la capacité de l'unité à attaquer un adversaire qui est éloigné, donc une attaque à distance, donc une attaque par le feu, donc pas grâce aux armes qu'auront qu'auront les unités. Donc on va avoir une portée pour, c'est noté en hexagone, hein, toujours, donc pour l'infanterie c'est de 3 hexagones, donc une infanterie va pouvoir tirer sur un adversaire jusqu'à 3 hexagones. La cavalerie ne fait pas d'attaque réellement au feu ou à distance, donc on va avoir un combat au contact, donc c'est pour ça qu'elle va juste pouvoir attaquer une unité qui va être adjacente, donc à un hexagone, et l'artillerie par contre, donc les canons qui vont pouvoir tirer beaucoup plus loin, puisqu'ils vont avoir une portée de 6 hexagones. Donc ce qui est relativement important vu les configurations et les tailles de la carte. On a ici un petit rappel au niveau des règles, puisque en fait, donc toutes nos unités vont pouvoir effectuer à chaque fois qu'on va les activer un certain nombre d'actions. Et donc là, ça rappelle qu'est-ce qu'on va pouvoir faire effectivement avec nos unités. Donc avec une unité d'infanterie, on va pouvoir se déplacer ou changer de formation. Donc ça, je reviendrai un petit peu sur le changement de formation plus tard. Puis attaquer. Donc concrètement, ça veut dire qu'on ne peut pas attaquer puis se déplacer. On peut se déplacer puis attaquer. On peut aussi ne faire que se déplacer ou ne faire que attaquer. Mais par contre, on ne va pas pouvoir effectuer une attaque et ensuite se déplacer. Donc voilà, c'est juste à bien se souvenir quand on joue, quand on se déplace avant d'effectuer une attaque. La cavalerie, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de changement de formation au niveau de la cavalerie, hein, donc j'expliquerai aussi ce que ça veut dire pour l'infanterie de changer de formation. Et l'artillerie, elle va pouvoir soit se déplacer dans son tour, soit attaquer, mais elle va pas pouvoir faire les deux comme les autres unités, puisque c'est beaucoup plus compliqué de mettre en batterie nos canons ou de les enlever pour qu'on puisse faire le déplacement. Donc c'est pour ça que il va falloir, en règle générale, essayer de les positionner de la meilleure façon possible pour pouvoir ne pas avoir à les faire se déplacer, donc pas pouvoir tirer et autres. Ensuite, on a plusieurs séries d'informations sous forme effectivement d'un tableau qui va permettre de déterminer combien de dés on va lancer lorsque, quand on est une infanterie, on attaque une autre infanterie, une infanterie, on attaque une cavalerie, ou une infanterie, on attaque une artillerie. Donc en fonction du type de l'unité qui attaque et du type de l'unité qui va être pour cible, on va lancer un certain nombre de dés qui sont notés ici. Alors pourquoi est-ce qu'on a 3 valeurs? Eh bien en fait, les 3 valeurs correspondent à la force de l'unité lorsqu'elle va attaquer. Donc la première, c'est quand l'unité est à pleine force, donc l'unité d'infanterie à pleine force a 3 en force, et elle lancera 4 dés quand elle attaque une infanterie. Si elle subit des pertes, une unité, on va d'abord la retourner. On va donc passer à une force de 2. Et dans ces cas-là, on va utiliser le deuxième chiffre.
qui est ici. Donc là, une unité qui est de force 2, une infanterie de force 2, lancera plus que 3 dés. Et enfin, pour noter éventuellement s'il y a une seconde perte, on va utiliser un petit marqueur qu'on a ici, un petit marqueur -1, qui veut dire qu'en fait la force de notre unité est de 2-1, donc il n'est plus que de 1. Et là, on va utiliser la troisième valeur, qui est 2 dés qu'on va lancer uniquement, donc ce qui est assez logique. Moins on a de force, moins on a d'hommes, moins on est efficace en combat. Donc pour la cavalerie, c'est exactement la même chose. Et on voit que pour l'artillerie, on n'a que 2 valeurs. Bah, c'est simple parce qu'une artillerie a une force de 2 ou de 1 quand on la retourne. Voilà. Concernant le commandant, je vous rappelle, c'est une unité de cavalerie de force 1. Donc en fait, il va toujours utiliser la troisième valeur sur les tableaux que je vous montre ici. Donc on va toujours utiliser donc cette valeur-là, cette valeur-là ou cette valeur-là quand le commandant va attaquer. Donc voilà en fait le tableau de caractéristiques des unités. Donc c'est ce petit tableau qui va nous rappeler un peu comment et les caractéristiques de nos troupes. Ensuite, tant qu'on est sur le nombre de dés qu'on lance quand on fait une attaque, on va avoir aussi ici un petit rappel, donc une table des effets situationnels et de terrain, donc les modificateurs situationnels et de terrain qui vont s'appliquer lorsqu'on fait une attaque. Donc on va avoir tout ce qui est lié au terrain en soi, hein, vous voyez, unité, quand on attaque une unité qui est en bois ou en la qualité, donc ça c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans le table des terrains, mais qui est rappelé ici au niveau des instructions de scénario, comme ça on n'a pas besoin de se référer forcément à la règle, on a toutes les informations qui sont disponibles sous les yeux en vis-à-vis de la carte de bataille. Et ensuite, on va avoir des effets qui vont dépendre de la situation ou du statut d'une unité par rapport à une autre. Donc on voit que l'infanterie qui attaque à portée 1 après s'être déplacée, elle va avoir plus 1 dé à son attaque. Ça, c'est pour simuler l'élan qu'on va avoir lorsqu'on va se déplacer et donc qu'on va engager, en fait, effectuer un assaut contre une unité qui va être ensuite adjacente, donc pour marquer un peu cet effet choc qu'on va avoir, et qui était assez significatif quand on va assaillir ou attaquer très proche une unité adverse. Lorsqu'on va attaquer à portée 2 ou 3 avec une infanterie, après s'être déplacé, on va avoir par contre 1 dé en moins. Ça, c'est pour représenter le temps qu'il va falloir pour l'unité, après qu'elle s'est déplacée, de se repositionner en ligne pour pouvoir attaquer. Une infanterie en formation carrée qui attaque à portée 2 ou 3, elle a -1. Alors, une formation carrée, je reviendrai après pour vous expliquer, c'est la seule petite subtilité qu'on va avoir en termes de formation des troupes et de leur utilisation. Les infanteries qui attaquent une infanterie en formation carrée vont avoir un bonus, donc encore une fois, je vous expliquerai pourquoi. Une cavalerie qui attaque une infanterie en formation carrée va avoir un malus qui est assez important. Une artillerie qui attaque à portée courte, donc entre 1 et 3 hexagones, elle va avoir aussi un bonus assez important à son attaque. Et enfin, une artillerie qui attaque une infanterie en formation carrée. De la même manière, on a encore des bonus au dé qui sont importants. Alors, cette formation en carré, c'est quoi? Concrètement, les troupes d'infanterie, normalement, elles étaient disposées en longue ligne de bataille pour optimiser le feu, donc l'utilisation de leurs armes, leurs armes à feu. Et le problème de ces longues lignes de bataille, c'est qu'elles étaient très vulnérables aux charges de cavalerie qui pouvaient les prendre sur le flanc notamment, sur les côtés, sur l'arrière, parce qu'ils étaient beaucoup plus mobiles. Donc pour contrer en fait cette capacité de la cavalerie à être plus mobile et à potentiellement à détruire des unités d'infanterie en les prenant par le côté ou par l'arrière, elles adoptaient ce qu'on appelle une formation en carré, c'est-à-dire qu'elle se constituait en un carré, donc 4 côtés, avec les hommes qui étaient constitués de cette manière-là. Comme ça, ils n'étaient plus vulnérables sur des attaques sur les côtés ou sur l'arrière. Par contre, bien entendu, vu qu'on est en carré, la ligne est beaucoup moins étendue, donc on va être beaucoup moins efficace sous feu, et vu qu'on va avoir une formation qui est plus compacte et qui est plus regroupée, on va être plus vulnérable aux attaques de l'infanterie ennemie,
et aux attaques de l'artillerie ennemie. Donc c'était un peu une des objectifs, c'était de pouvoir forcer des unités d'infanterie en se mettre en carré pour qu'elles soient moins efficaces et éventuellement après pouvoir les assaillir au feu, ou alors réussir à surprendre une unité qui était encore en ligne grâce à une charge de cavalerie. Ce qui faisait qu'ensuite on pouvait vraiment avoir des effets très très importants sur le champ de bataille. Donc ça va être un peu la petite chose qui, nous, en tant que joueurs, il va falloir vraiment qu'on soit capable de bien choisir entre notre formation. Est-ce qu'on fait une formation en carré ou une formation en ligne pour nos unités d'infanterie pour réussir à les protéger et à les préserver au maximum. C'est la seule petite subtilité qu'on a au niveau du jeu. Donc concrètement, un changement de formation, on le fait à la place de notre déplacement. On se déplace pas, on change de formation, on reste sur le même hexagone. Si on était en ligne, donc hop, par ici, on va rajouter un petit marqueur C pour dire que maintenant on est en carré. Et si on était en carré et qu'on change de formation, c'est simple, on enlève tout simplement notre petit marqueur carré pour signifier qu'on est de nouveau en formation en ligne. Donc c'est les seules petites choses en termes de formation. Le reste parce que bon, il y avait un peu plus de complexité puisqu'on avait des possibilités d'être en colonne d'assaut et autres, mais on a quand même l'idée, c'est quand même d'avoir un jeu qui est accessible au plus grand nombre, qui va se jouer assez rapidement. Donc on a fait des choix, donc l'auteur a fait des choix de conception pour simplifier certains éléments et pour vraiment garder juste le plus important et l'essence du combat pendant la période napoléonienne. Donc là, je vous ai présenté vraiment comment on allait fonctionner avec nos unités. Je vais rentrer dans le détail d'un petit élément qui est la ligne de vue et qui est assez important dans ce genre de jeu, puisque c'est vraiment effectivement important de savoir, pour pouvoir tirer sur un adversaire, il faut qu'on soit capable de le voir. Donc c'est un des petites choses qui parfois dans les jeux est un peu compliqué. Là, je vais vous rentrer un peu dans le détail comment est-ce que ça fonctionne. Alors, dans un premier temps, alors, il faut juste que je retrouve mes feuilles. Voilà. Donc, on va avoir ici un petit rappel de tout ce qui est ligne de vue. Donc, les lignes de vue sont bloquées par les hexagones de localité, par les hexagones de colline, et elles sont pas bloquées par les bois. Quand on passe pas à travers un bois, on va avoir un malus, et elles sont ensuite aussi bloquées par toutes les unités qui bloquent la ligne de vue, qu'elles soient des unités amies ou ennemies. On va avoir une petite subtilité quand on est sur un hexagone plus élevé, donc un hexagone de colline, donc qui est rappelé sur ce diagramme, puisque quand on est sur un hexagone de colline, on va pouvoir voir au-dessus des unités. Donc, et on voit ici que cette unité peut voir celle-ci, mais elle peut aussi voir celle-là, puisque elle est sur une hauteur, alors que si elle était à la même distance, elle ne pourrait pas. On a aussi, par contre, on va pouvoir voir au-dessus des unités, mais pas au-dessus des arbres, donc des forêts ou des bois, ni des bâtiments, donc des hexagones de localité. Donc concrètement, là, si je vais pouvoir cibler une unité qui est dans dans un bois, j'aurai un malus. Je pourrais aussi cibler une unité qui est derrière le bois, l'hexagone de bois, mais j'aurai aussi un malus de -1, en une pénalité de -1 dé quand je vais faire mon attaque. Je vais pouvoir voir une unité qui est dans un hexagone de localité. De la même manière, j'aurai un malus là de -1 parce que je tire dans un hexagone de localité, et un malus de -1 parce que je tire à travers un hexagone de bois. Donc en fait, les pénalités se cumulent, donc j'aurai 2 dés en moins. Par contre, je ne pourrai pas voir l'unité qui est ici parce qu'elle est derrière un hexagone de localité, donc derrière des bâtiments, donc ça va bloquer ma ligne de vue. Donc, important, je suis sur une colline, je peux voir au-dessus des unités, mais pas
des autres terrains qui peuvent soit bloquer, soit impacter le nombre de dés que je vais lancer. Bien entendu, si je suis sur une colline et que je tire sur quelqu'un qui est sur une colline, on n'a pas de souci puisque on a une vue qui est réciproque puisqu'on passe vraiment au-dessus des autres terrains. Comme je disais, les lignes de vue sont réciproques, donc si je vois, je suis vu. Voilà. Donc tout simplement, ça c'est assez logique. Ensuite, hop, on va revenir maintenant encore sur un petit diagramme et après on va rentrer dans le vif du sujet. Hop, voilà ici. On va aussi avoir au niveau de nos unités les arcs de tir, donc les hexagones sur lesquels l'unité va pouvoir atteindre. Quand on est une unité d'infanterie, on peut attaquer tous les unités qui nous sont adjacents. Donc ce sont les unités, les hexagones qui sont adjacents, pardon. Donc on a tous les hexagones qui sont rouges ici. Et quand on va vouloir tirer à distance, on va pouvoir tirer sur les hexagones. On va avoir un arc de tir qui va être limité. Ici, on va pouvoir donc atteindre les hexagones qui sont en bleu. Donc on va pas pouvoir tirer sur nos arrières ou sur nos côtés puisqu'on a une ligne qui va être composée comme ça. Il faut savoir qu'à ce jeu, on a une orientation qui est fixe, c'est-à-dire que nos unités seront toujours positionnées comme ça. Elles donc en direction du haut, et les unités de notre adversaire, donc qui est l'automate, elles vont être positionnées à l'envers. Donc là, bon ben voilà, il faut inverser au niveau de son arc de tir, mais on ne va pas avoir de mécanique pour se bouger comme ça et donc changer notre arc de tir ou même prendre une orientation comme ça et autres. Voilà, on a encore une fois une simplification pour faire en sorte que ça reste accessible et pas rajouter des règles d'orientation qui complexieraient quand même pas mal le jeu. Et dans le même ordre d'idée, pour les unités d'artillerie, en fait, les unités d'artillerie vont pouvoir atteindre donc jusqu'à 6 hexagones, puisque c'est la portée de l'unité d'artillerie. Par contre, elles vont pouvoir tirer que sur des lignes qui partent du centre de leur hexagone et qui passent par le centre des hexagones adjacents. Donc on va pouvoir être là, là, comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça. Ça veut dire que ces hexagones-là, on ne peut pas les atteindre en tirant avec de l'artillerie. De nouveau, on est sur un souci de simplification pour éviter après d'avoir à prendre en compte des choses assez complexes en termes de lignes de vue, s'il y a beaucoup d'hexagones qui sont les uns entre les autres, qui sont entre l'hexagone où on tire et l'hexagone cible. Donc on est encore sur une simplification. Donc il faut juste se souvenir que quand nos unités d'artillerie vont pouvoir tirer sur ces lignes-là, et nos unités d'infanterie vont être limitées à l'arc de tir frontal, sauf quand elles vont attaquer des unités qui sont adjacentes, parce que là, elles vont pouvoir agir de n'importe quel côté. Donc voilà, là je vous ai présenté les règles vraiment, en plus je suis allé un peu dans le détail, mais vous voyez que c'est quand même relativement simple et accessible, puisque c'est vraiment une des idées du jeu. Et après, ce qui va être important, et on va avoir quand même pas mal de règles à ce niveau-là, ça va être de la manière dont on va jouer l'automate. Et ce qui est assez intéressant dans ce jeu, c'est que pour chacune des batailles, l'automate va avoir un comportement qui va être différent en fonction s'il est en situation défensive, en situation offensive, on est sur un scénario de poursuite, si on est un scénario où il faut occuper un terrain qui est au centre, où il faut défendre un objectif, voilà. Donc on va vraiment avoir, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va avoir un renouvellement du jeu, du fait qu'on va avoir un automate et une IA qui, tout au long des 20 scénarios, ne va pas du tout avoir le même comportement. Et pour réussir à jouer l'IA, on va utiliser aussi les instructions de scénario qu'on aura en vis-à-vis de notre carte de bataille, qui sont notées ici, qu'on appelle le tableau de l'IA, et qui va nous détailler ici la manière dont on va jouer notre intelligence artificielle, notre automate. Mais pour ça, plutôt que de rentrer un peu comme ça dans le détail, maintenant que j'ai quand même pas mal parlé de règles, on va
entrer dans le vif du sujet, on va voir un peu comment est-ce qu'on joue, et pendant qu'on joue, je vous expliquerai un peu comment fonctionne l'automate, et comment est-ce qu'on le prend en main, et comment on le fait jouer, puisque en fait notre objectif ça va être de le vaincre, concrètement. Donc la première chose qu'on va avoir à faire, ça va être de mettre en place nos troupes. Donc nos troupes, on va avoir listé sur les instructions des scénarios le nombre de troupes qu'on va avoir à disposition. Donc là, on va avoir un commandant, on va avoir 2 unités de cavalerie, 5 unités d'infanterie et une unité d'artillerie. On doit se positionner en premier, donc c'est intéressant de savoir ce sont quoi l'objectif du scénario. Aujourd'hui, l'objectif du scénario, c'est de réussir à occuper cet hexagone avec une unité à n'importe quel moment. Si on y arrive, on va gagner. Et un peu de voir la configuration du terrain. Donc là, on voit qu'il y a pas mal de collines, donc on se doute que l'objectif de l'IA, ça va être de défendre cet hexagone en se servant de cette position défensive pour réussir à nous empêcher d'approcher. Donc là, c'est là qu'on rentre un peu dans la partie où il va falloir commencer à réfléchir à la stratégie qu'on va mettre en œuvre en fonction des troupes qu'on a, de la façon dont va se déployer l'IA, puisqu'on est quand même sur un jeu tactique et un jeu de stratégie, donc il va falloir au préalable essayer de réfléchir un peu à ce qu'on va faire, comment on va utiliser nos troupes, et c'est aussi un des intérêts du jeu. Donc pour le coup, on a si vous aviez regardé la vidéo un peu plus longue, on avait fait une petite tactique qui avait pas mal fonctionné, donc je pense que je vais appliquer un peu la même. Donc on va positionner quelques troupes sur notre flanc gauche, et la majorité par contre de nos troupes sur le flanc droit, l'idée étant avec notre chef, de fixer pas les troupes adverses ici pour pouvoir essayer de les contourner et pour pouvoir avoir notre force principale ici pour réussir à les contourner et avec un peu de chance réussir à les vaincre. Sachant qu'aussi ici vous voyez on a du terrain qui est de rivière, donc si on commence à avancer sur ce terrain là on aura comme vous vous souvenez -1 pour attaquer, donc cette partie de la carte paraît un peu plus simple pour réussir à avancer et à se positionner. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi positionner notre artillerie ici. On a une autre cavalerie. Donc on va peut-être... donc les cavaleries se déplacent de 2 hexagones là. Donc je vous expliquerai aussi un peu pourquoi je fais certains choix par la suite. Voilà. Donc on a toutes nos troupes qui sont notées, qui sont positionnées, ce qui me permet maintenant de vous parler d'un autre mécanique qui est le mécanisme d'activation, puisque en fait on va pas forcément avoir la possibilité d'utiliser toutes nos troupes pendant un tour de jeu. On va lancer 3 dés, et en fonction de ces résultats de ces dés, on va activer les zones sur lesquelles on a, avec la valeur du dé, donc le dé numéro 2, on pourra activer la zone 2, si on fait un 1, on activera la zone 1, si on fait un 5, la zone 5, et si on fait un 6, ça c'est plutôt bien, parce que quand on a notre chef, on l'utilise comme un joker, et on va pouvoir choisir n'importe quelle zone, donc ça c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Par contre, si on est dans une zone qui n'est pas, où il n'y a pas d'unité, c'est dommage, parce que finalement ça va être perdu. Et pour définir une zone, c'est assez simple, ce sont les 2 colonnes d'hexagones qui sont ici pour la zone 1, ici pour la zone 2, ici pour la zone 3, ici pour la zone 4, ici pour la zone 5. Donc le choix que je fais, qui peut être un peu plus ou moins dangereux, c'est de concentrer mes troupes que dans 3 zones, la 3, la 2, la 4 et la 5, pour l'instant, pour essayer d'optimiser mon déplacement, parce que si je réussis à faire 5, 4, 2 sur mes 3 dés d'activation, je vais pouvoir activer toutes mes troupes, alors que si je les répartissais un peu plus, peut-être que j'aurais plus de chances d'en activer, mais de l'autre côté, je pourrais pas forcément toutes les activer. Après, on verra si c'est une bonne idée ou pas. Et puis, on va voir qu'en fonction du déroulé de la bataille, les choses vont devenir un peu plus compliquées au fur et à mesure. Pour les troupes
de mon adversaire, elles vont se placer en fonction des informations qui sont notées sur le tableau de l'IA. Donc pour l'artillerie, on lance pour la zone et on déploie dans le 4e ex de cette zone. Donc si je reviens sur la carte, je vais lancer un dé pour savoir dans quelle zone je déploie mon artillerie. Donc elle sera déployée dans la zone 5. Donc la zone 5, c'est ici. Et dans le 4e ex. Alors, comment on va déterminer quel est le 4e ex? Eh ben, sur cette carte de bataille, qui est la première du jeu, donc qui est un peu la bataille d'initiation, on va dire, on a une numérotation ici dans la colonne 2 qui nous permet de nous souvenir qu'on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de cette manière-là, pour pouvoir positionner nos troupes, les troupes de l'IA. Donc là, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc l'artillerie de l'IA se positionne ici, dans la zone 5. Ensuite, on va avoir la cavalerie. Donc la cavalerie, on lance aussi pour la zone et on la déploie dans le 5e hexagone. Donc on a 2 unités de cavalerie. Donc la première va se déployer dans l'hexagone numéro... Donc dans la zone numéro 4, dans l'hexagone 5. 1, 2, 3, 4, 5, ici. Et la seconde dans le 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est ici. Si on avait obtenu le même résultat, on relance. L'idée, ou si on a un 6 qui n'est pas présent, on relance. L'idée, c'est de pouvoir positionner toutes les troupes de l'IA. Pour les unités d'infanterie, c'est fixé. Hein. Donc, vous voyez, déployé dans le 2e ex des zones 2, 3 et 4, puis dans le 3e ex des zones 2 et 3. Donc là, c'est pas compliqué. Dans le 2e ex des zones 2, 3 et 4, donc là, on a quelque chose qui est fixe. Donc, on n'a pas besoin de lancer les dés. Et le 3e ex des zones 2 et 3, hop, 3e ex des zones 2 et 3, on est là. Et là. Et enfin, pour le commandant, on lance pour sélectionner la zone, donc on peut avoir soit un résultat 2, 3, 4, et on déploie dans le premier hexagone de cette zone. Donc si j'obtiens autre chose qu'un 2 ou un 3, un 4, je relance, donc 1, je relance, j'obtiens un 4, donc il va dans le 4e hexagone, dans le premier hexagone de la zone 4, donc ici. Donc voilà, on a déployé les troupes de l'IA. Et là, on va pouvoir commencer effectivement à jouer. Donc, je vais les orienter comme il faut par rapport à ce que je vous avais dit. Elles sont normalement orientées à l'inverse des nôtres par rapport à l'arc de tir, notamment des infanteries. Alors, on peut très bien les garder comme ça aussi, parce que c'est quand même plus lisible. Et on se souvient toujours que, de toute façon, leur arc de tir est orienté quand même vers notre direction, ce qui semble assez logique. Donc, une fois qu'on a fait cette mise en place, on va pouvoir commencer à jouer. Et donc, c'est assez simple au niveau de la séquence de jeu. Donc, je vais vous trouver cette séquence. Comme ça, ça nous permettra de voir et de... Voilà. Donc là, on a fait... on a placé nos unités, on a placé les unités de l'EA, donc le marqueur tour, on le met sur la case 1, donc là on va avoir 10 tours de jeu, et ensuite on va jouer nos unités, donc on va avoir 3 phases, que je détaillerai, les unités de l'IA, 3 phases, on va avancer le marqueur tour, et on va recommencer jusqu'à ce que ce soit terminé en fait, concrètement, la partie. Donc soit qu'on ait remporté la partie en réussissant à atteindre notre objectif qui se trouve ici, je vous le rappelle, soit les 10 tours sont terminés et on n'a pas réussi à vaincre l'IA. On va aussi pouvoir avoir gagné, on peut aussi gagner automatiquement si on détruit toutes les unités de l'adversaire. Donc la première chose que je fais, c'est la phase de planification. Dans la phase de planification, je lance les dés. Je vais lancer 3 dés qui vont me permettre d'activer des zones. Donc là, j'obtiens un 1, un 2 et un 5. Donc je regarde un peu, est-ce que c'est intéressant ou pas? Le 2, oui, puisque j'ai des unités. Le 5, oui. Le 1, non. Ça n'est pas intéressant. J'ai la possibilité de faire une relance, mais une seule. Donc, je vais relancer que mon 1, parce que les autres m'intéressent plutôt pas mal. Et là, j'obtiens un 4. Donc là, c'est vraiment
parfait pour moi, puisque je peux activer toutes mes troupes. Donc, je vais pouvoir les activer dans l'ordre que je veux. Il n'y a pas vraiment d'ordre de jeu pour moi, ce qui me semble le plus judicieux. Et donc, ce que je vais commencer à faire, tant qu'à faire, je vais progresser. Hop là, hop là. Mon artillerie, je vais peut-être essayer de la positionner ici pour qu'elle puisse vraiment avoir une ligne de tir sur cette zone. Le problème, c'est que je vais quitter la zone 4. Non, je vais plutôt avancer là, même si je risque d'avoir un malus à cause des armes, mais c'est pas très grave. Hop, j'avance ici, ici, ici. 1, 2 pour ma cavalerie et 1, 2 pour mon commandant. Donc là, j'ai fini donc ma phase de planification, mon assignation, c'est là quand je mettais les dés, et là, ma phase d'activation, donc j'ai terminé. Donc on va passer à la phase d'activation du joueur, donc c'est là qu'on va rentrer un peu dans le détail de comment est-ce qu'on joue notre intelligence artificielle. Donc pour chaque type d'unité, on va avoir un fonctionnement, des ordres, donc qui vont nous être une liste, qui vont nous être proposés. Et concrètement, quand on a une liste, donc si je regarde, oui, on va plutôt regarder ici. Donc c'est assez simple, je vais prendre chaque ordre, chaque proposition de haut en bas. Et si cet ordre, on peut l'exécuter, alors on l'exécute. Et si on a exécuté un ordre, on ne continue pas à regarder en dessous. Par contre, si on ne peut pas exécuter cet ordre, alors on passe au suivant. Encore une fois, si on ne peut pas, on passe au suivant. Et à un moment, on va arriver à des ordres qui sont conditionnés à un lancer de dés. Donc là, si on n'a pas réussi à jouer cet ordre, pas réussi à jouer cet ordre, pas réussi à jouer cet ordre, on va lancer un dé, et en fonction du résultat du dé, on va faire soit cet ordre si c'est en 1 ou 2, soit cet ordre si c'est 3 ou 4, soit cet ordre si c'est 5 ou 6. Si l'ordre, on ne peut pas l'exécuter, l'unité ne peut pas s'activer, et c'est pas grave, elle ne fait rien. Par contre, si on peut, on le résout. Au niveau des ordres, il y a quelques petites subtilités. Donc pareil, je vais vous rentrer un peu dans le détail. Donc on va avoir des ordres entre guillemets simples. Attaquer l'ennemi le plus proche. Donc là, on va devoir cibler l'ennemi le plus proche. Et on va pouvoir avoir des critères ici qui vont nous permettre, lorsqu'on a des plusieurs unités qu'on va pouvoir attaquer, ça va nous permettre de déterminer comment est-ce qu'on va faire des choix. Donc ce sont des critères de décision. Donc là, c'est l'ennemi le plus proche, et si on a plus d'une unité qui est plus proche de nous en termes de nombre d'hexagones, on va d'abord privilégier une attaque sur le commandant, ou sur l'infanterie, ou sur la cavalerie, ou sur l'artillerie. Si on n'a toujours pas réussi à déterminer la cible de l'attaque, par exemple si j'ai 2 infanteries qui sont les plus proches, alors on va utiliser une des listes de critères. Donc on a une liste de critères TB1 et une ligne de critères TB2, une liste de critères qui sont rappelés ici. Et là, on nous dit quelle unité est-ce que je vais attaquer. Eh ben, ça va être l'unité qui est la plus proche de l'objectif. Donc l'objectif, c'est l'hexagone qui est entouré en bleu, hein, c'est là qu'on doit aller. L'unité qui est la plus avancée, donc c'est l'unité qui est le plus haut au niveau de la carte, hein, qui est donc la plus menaçante, entre guillemets. L'unité qui n'est ni en bois ni en localité, l'unité avec la plus grande force. Donc là, on va voir les critères. Dès qu'on a un critère qui s'applique, eh ben, ça nous permet de faire le choix. Si jamais on arrive à la fin de la liste de critères et qu'on n'a toujours pas réussi à déterminer, alors on va lancer un dé et on va déterminer aléatoirement, mais la plupart du temps, on réussit, grâce aux différents critères qu'on a dans l'ordre, à réussir à trouver la cible de notre attaque, ou des fois l'hexagone vers lequel on va se déplacer, puisque des fois il va y avoir plusieurs possibilités de déplacement pour l'IA. Donc ce sont des listes de critères qui vont nous permettre de régler les équivalences ou quand on a plusieurs possibilités. Donc là, on est sur un ordre où il y a une seule instruction. Par contre, on va pouvoir avoir des ordres où il y a 2 instructions. Donc par exemple ici. Donc là, on a une première instruction qui est sélectionner l'infanterie ennemie la plus proche et se déplacer vers cette unité. On a un 2 points, ça veut dire que l'ordre est séparé en 2 instructions. Une première instruction, une deuxième instruction. Donc on va faire d'abord la première instruction de déplacement, et ensuite l'instruction d'attaque.
bien entendu, on va pouvoir résoudre un ordre de façon partielle. Et on va, par exemple, pouvoir faire le déplacement, mais pas l'attaque. C'est pas grave. Si on fait un ordre entièrement ou partiellement, on considère que l'unité a été activée et on termine son activation. Elle peut très bien se déplacer, mais pas être en position derrière pour attaquer. Dans ce cas-là, elle n'attaque pas, elle a résolu son ordre de façon partielle. Une petite subtilité aussi, quand on a un ordre d'attaque et que au final on a en regardant le nombre de dés qu'on va lancer, et ben on se retrouve à lancer 0 dés, on va considérer que l'ordre n'est pas possible. Donc on va passer à l'ordre suivant. Donc c'est une petite subtilité aussi. Si on ne peut pas effectuer un ordre d'attaque parce qu'on n'a pas de dés à lancer, alors dans ce cas-là, on va regarder les ordres, on considère que l'ordre ne peut pas être exécuté, donc on va passer aux ordres suivants. Donc voilà, pour rappel, les ordres, on va avoir potentiellement une instruction, souvent ça va être une action, ou deux instructions, une première instruction et une seconde. Si on réussit à faire la première instruction, mais pas la seconde, c'est pas grave, on considère que l'ordre a été exécuté partiellement, donc on résout l'activation de l'unité et on passe à la suivante. Et si on a réussi à faire les deux instructions, tant mieux, ça veut dire que l'IA a pu utiliser cette unité au maximum de son potentiel. La question après, c'est comment est-ce qu'on va activer les unités. Donc on va les activer, les unités de l'IA, de gauche à droite et de bas en haut. Donc par exemple, si on active les unités de cette zone, on va d'abord activer celle-ci, puis celle-ci, ou alors celle-ci, 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 si c'est la zone 3. Voilà. L'idée, c'est que on ne bloque pas une unité avec une autre unité de l'IA, parce que bien entendu, on ne peut avoir une seule unité par hexagone, ça je vous l'avais pas encore précisé. L'IA, c'est pareil, elle va lancer aussi des dés pour voir quelles zones elles vont activer. Par contre, l'IA va lancer 4 dés. Elle est légèrement avantagée par rapport à nous. Les 6 ne vont pas être utiles, hein, et quand on a des 6 ou des doublons sur les jets, on relance une seule fois. Les 6, on peut les relancer pareil que si on a le chef. Donc ça peut vraiment être important de tuer le chef de l'adversaire parce que ça veut dire qu'on va lui supprimer la capacité de faire une relance. Et là, par contre, on voit qu'on est assez chanceux parce que le 5, là, il y en a qu'un qui va être activé et le 6, il n'est pas utilisé. Donc là, l'IA, elle va être plutôt paralysée puisque elle va pouvoir activer que la zone 1, il n'y a personne, que dans la zone 5, il y a juste son artillerie. Donc, on va regarder unité d'artillerie. Qu'est-ce qui va se passer? L'idée, c'est, première instruction, attaquer l'ennemi le plus proche. Ça tombe bien. On a, donc je vous rappelle, hein, les unités d'artillerie attaquent en ligne. Donc elles vont attaquer comme ça, comme ça, comme ça, mais elles vont pas pouvoir attaquer celle-ci. Hein. On a vraiment des lignes qui sont comme ça pour pouvoir attaquer. Donc l'unité d'artillerie de l'adversaire, elle a une ligne de vue ici, il n'y a rien qui bloque, donc on va regarder sur notre tableau une unité d'artillerie à pleine force qui attaque une unité d'infanterie et lance 3 dés. On n'a aucun élément a priori qui va affecter ce jet puisqu'elle n'est pas à portée courte, hein, puisqu'elle est à 4 hexagones. Mon unité n'est pas en carré ou quoi que ce soit, donc là vraiment on est sur quelque chose de basique, c'est 3D qu'on lance pour voir. Et là, on va regarder un peu, en fonction des résultats, qu'est-ce qui se passe. Tout ce qui est 1, 2 ou 3, ça ne fait rien du tout. Le 5, une touche, donc on perd 1 de force. Donc je retourne mon unité et je n'ai plus que 2 de force. Si j'avais réalisé un 4, j'aurais été obligé d'effectuer un recul avec mon unité, donc de la faire reculer. Si j'obtiens 2, 4, il faut que je recule des hexagones. Dans des hexagones, on recule toujours en ligne droite vers notre bord de carte. Si on ne peut pas aller en ligne droite, on peut éventuellement aller sur un hexagone qui est adjacent ici ou ici. Par contre, là, si on est bloqué, et qu'on ne peut pas faire de recul, on va perdre 1 point de force par recul qu'on ne peut pas effectuer. Et c'est la même chose si, par exemple, on est bloqué par des unités amies qui vont nous empêcher de reculer, soit ici, soit là. Donc on perdra aussi des points de force
pour simuler le fait qu'on n'arrive pas à faire de recul. On est obligé de reculer quand on peut reculer. Les seuls moments où on n'est pas obligé de reculer, c'est si on est adjacent à notre chef, donc là on voit, hein, parce qu'il va soutenir notre morale, ou si on est en carré, puisqu'une unité en carré ne peut pas se déplacer. Donc si une unité entre en carré, elle va pas effectuer de recul, elle va pas être affectée par les reculs. Et pareil, si elle est adjacente au chef, elle ne va pas être affectée par les reculs. Donc là, on n'a pas de résultat recul, on a eu une perte sur notre unité, donc on a fait perdre une force à notre unité d'infanterie. Ça s'est plutôt bien passé pour nous, donc on va passer maintenant au tour 2, et on va recommencer. Donc première chose, je lance mes dés d'activation. Donc j'obtiens 1, 2, 3. Donc on est là par contre sur un jet qui n'est pas formidable puisque je vais pouvoir activer uniquement mes unités qui sont dans la zone 2 grâce à ce jet. J'ai la possibilité de faire une relance, donc je vais pas me gêner. Et là j'obtiens 2, 1. Donc là vraiment c'est de nouveau pas un très très bon, c'est même un mauvais résultat. Donc on va pouvoir activer que ces troupes là. Donc je vais me déplacer comme ça et comme ça. Je pense que c'est pas mal. Là, je vais essayer de couvrir mon unité d'artillerie. Et maintenant que j'ai fait, on va passer au tour de l'IA. Donc pour la phase de l'IA, donc de l'automa, on reprend la même chose, hein, donc phase d'activation, donc on prend les 4 dés, on lance de nouveau les 4 dés, et là on obtient 1, 2 et 5 pour les zones, donc le 6, vu qu'il y a toujours le commandant, il y a la possibilité de le relancer, donc on le relance et on fait un 3. Donc là par contre on a quand même pas mal de zones qui sont activées, 4. Bon, la première, il n'y a personne, donc ça aurait été peut-être mieux pour notre automate d'activer la 4, mais on va quand même avoir pas mal de possibilités là, en termes de jeu pour l'IA. Donc on commence toujours, comme je vous ai dit, les zones la plus petite valeur à la plus haute zone, et toujours de bas en haut. Donc dans la zone 2, donc on se reporte, on n'a que 2 infanteries, donc on se reporte à notre listing. Donc là, on a, si l'unité est en formation de carré et qu'il n'y a pas de cavalerie ennemie à 3 hexagones de distance, alors elle change de formation et elle repasse en ligne. Donc là, si on regarde sur la carte, on voit que on n'a pas de aucune de nos unités de cavalerie qui sont à 3 hexagones ou moins. Donc éventuellement, si l'unité avait été en carré, mais c'est pas le cas, elle se serait positionnée de nouveau en ligne. Mais donc ce n'est pas le cas, donc on ne peut pas exécuter cet ordre, donc on passe à l'ordre suivant. Là, c'est si on n'est pas en formation carrée et qu'il y a une unité de cavalerie ennemie à 3 hexagones de distance, alors on change de formation. Ça, c'est un mécanisme, entre guillemets, de protection et de survie, puisque comme je vous avais montré, une unité de cavalerie qui attaque une unité d'infanterie qui n'est pas en carré peut faire énormément de dégâts. Donc là, il y a toujours pas de unités de cavalerie qui sont à 3 hexagones ou moins, donc cet ordre ne s'exécute pas. On a ensuite attaqué l'ennemi le plus proche. Donc, il faut vérifier si on a un ennemi qu'on va pouvoir cibler. Parce que il faut aussi pouvoir le cibler, donc être à portée et avoir une ligne de vue. Donc là, on voit que notre portée 3, de toute façon, on n'a personne qui est à portée de cette unité d'infanterie et qui est dans son arc de tir. Donc, on n'a pas d'attaque qui est possible. Et même si, par exemple, j'avais une unité qui était ici, vu qu'on a 1, 2, 3, donc on serait à portée. Par contre, on voit qu'on a un hexagone de colline entre les 2 unités, et l'hexagone de colline bloque la ligne de vue, donc on n'aurait pas non plus pu attaquer. Donc, le 3e ordre, de nouveau, on ne peut pas l'exécuter. Et là, on arrive à des ordres conditionnels qui vont dépendre d'un jet de dés. Donc, dans ce cas-là, on lance le dé. Donc, j'obtiens un 2.
et on essaye de résoudre l'ordre qui correspond à ce lancer de dés, donc qui est ici. Donc si l'ex-objectif est vide, on se déplace vers lui, et ensuite on voit pour essayer d'attaquer. Donc de nouveau, je regarde, l'ex-objectif est ici, il n'est pas vide, donc concrètement, on ne peut pas réaliser la première instruction de notre ordre qui est ici. Donc l'ordre ne peut pas se réaliser et vu qu'on a lancé le dé pour déterminer un ordre, l'activation de l'unité se termine sans qu'elle ne fasse rien du tout. Donc là, on est dans un cas où l'unité n'a pas d'ordre, donc elle ne fait rien de spécial. On passe à la deuxième unité qui est ici, et on va voir ce qui se passe. Donc on se retrouve exactement dans le même cas, c'est-à-dire qu'on va de nouveau lancer un dé, et là on obtient pareil, un 1, et l'ex d'objectif n'est pas vide, donc on ne se déplace pas, donc de nouveau on a une unité qui va rien faire. Donc encore une fois, ce qui est important, c'est qu'on voit qu'il y a deux instructions, hein. Il y a une instruction qui est se déplacer vers l'objectif, l'hexagone objectif s'il est vide, et ensuite une instruction qui permet d'attaquer l'ennemi le plus proche, mais la deuxième instruction, on peut la réaliser si on a effectué la première. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Donc, on a fait notre activation qui n'a pas été très concluante pour nos deux unités d'infanterie. Donc là, on va passer aux unités de la zone 3. Donc on va avoir une unité de cavalerie et deux unités d'infanterie. Pour l'unité de cavalerie, donc on regarde ici. Donc là, unité de cavalerie, la première instruction, c'est d'attaquer. Donc d'abord un commandant, une infanterie, une artillerie, une cavalerie. On ne met pas attaquer l'unité la plus proche, puisque de toute manière, quand on attaque avec une unité de cavalerie, on doit attaquer un hexagone adjacent. Donc il n'y a pas de notion de plus proche ou de plus loin ou autre, et il n'y a pas de notion non plus de ligne de vue, puisque on peut vraiment attaquer n'importe qui quand on est adjacent. Il n'y a pas de problématique de ligne de vue. Donc, on continue, et là, on tombe tout de suite sur un ordre qui est conditionné à un jet de dés. Donc, de nouveau, on prend notre dé, et on lance pour savoir ce que l'unité de cavalerie va faire. Et on obtient de nouveau un dé. Donc là, on est dans un cas où on n'a pas d'ordre qui est associé au numéro qu'on a tiré. Donc, concrètement, l'unité, de nouveau, ne va rien faire. Donc là, on a, entre guillemets, des cas où on a les unités de l'IA qui sont relativement passives, donc ce qui est plutôt intéressant pour nous. Ensuite, on arrive et on va commencer à travailler sur les deux unités d'infanterie qu'il y a là. Elles vont se retrouver dans le même cas que les unités précédemment. Donc on va aller directement aux ordres qui sont conditionnés à un lancer de dés. Donc le premier, je fais un 6. Donc là, ça va être différent. Donc là, on nous dit se déplacer verticalement vers le côté du joueur et attaquer l'ennemi le plus proche. Hop là. Donc on se déplace verticalement vers le côté du joueur et on attaque l'ennemi le plus proche. On voit que malheureusement, dans ce cas, on ne peut pas se déplacer donc verticalement puisqu'il y a déjà une unité. Donc là, on est aussi de nouveau dans une situation de blocage. Donc l'unité d'infanterie ne peut pas exécuter son ordre. Donc elle reste à la position qu'elle occupait. Vraiment là, on est sur une notion stricte déplacer verticalement vers le côté donc du joueur pour avoir une position un peu offensive, et ça ne permet pas de le faire puisqu'on a une unité qui nous bloque. La deuxième unité d'infanterie qui est derrière, on obtient un 6, donc de nouveau se déplacer verticalement vers le côté du joueur. Donc là, c'est cette unité-là. Là, on peut. Donc, on fait notre déplacement, ce qui permet d'aller sur l'hexagone de colline qui se trouve ici. Et vu qu'on a fait la première instruction, on peut vérifier si on peut effectuer la seconde instruction qui est attaquer l'ennemi le plus proche. Donc de nouveau, on vérifie si on a quelqu'un qui est à portée de tir. 1, 2, 3.
Donc on est jusqu'ici, donc on n'a personne qui est à portée de tir, donc on peut pas réaliser la seconde instruction, mais malgré tout, on a réussi à faire partiellement notre instruction. On se retrouve de nouveau avec l'unité ici d'artillerie qui est là, et donc je vous rappelle un peu ce qui se passe. Lui c'est assez simple, l'ordre c'est attaquer l'ennemi la plus proche. Il est de nouveau en capacité et à portée de tir avec une ligne de vue de notre unité qui a déjà subi un tir tout à l'heure. Donc on refait de la même manière un tir qui va être exactement le même, donc avec 3D, sans modificateur, puisqu'on est toujours pas plus près, ou il n'y a pas d'autres modificateurs qui s'appliquent. Et donc là, on obtient de nouveau 5, 2 et 3. Donc encore une fois, on a une perte sur notre unité d'infanterie qui commence à un peu subir des pertes et qui se fait harceler par cette unité d'artillerie là, qui est pas vraiment, qui est positionnée de manière assez ennuyeuse par rapport à l'attaque qu'on voulait faire sur ce côté, puisque elle nous empêche quand même pas mal de réussir à progresser sur ce côté-là. Donc, le tour se termine, donc on passe au tour numéro 3, et de nouveau, on va recommencer avec notre phase de planification. Donc, on lance nos dés. On a un 1, un 2, et on a surtout un 6. Donc là, c'est plutôt bien, parce que le 6, on va pouvoir en faire ce qu'on veut. Le 1 ne nous est pas utile, donc on va le relancer. Je pense que c'est une bonne solution, et on obtient de nouveau un 6. Donc là, on a deux fois des chiffres, donc les 6, qui nous permettent de choisir quelles unités et quelles zones on va activer. Donc c'est un avantage quand même qui est assez important. Donc on va activer là où il y a le plus de monde, donc le 5 et la 4. Et on va commencer à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'aller déloger notre adversaire. Donc là, on voit qu'on a toute cette ligne-là qui est vraiment couverte par l'artillerie. Donc on va essayer de s'en défaire d'une manière ou d'une autre. Donc on pourrait tenter peut-être de se décaler. C'est pas simple, hein. C'est pas simple. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais décaler mon artillerie ici, qui de toute façon pour l'instant ne sert absolument à rien, qui va pouvoir essayer comme ça, en étant protégé par la cavalerie, de tirer sur les unités qui sont en hauteur de mon adversaire, puisque je vous rappelle, hein, quand on a une unité qui est en hauteur, les unités qui sont entre le tireur et la cible ne bloquent plus la ligne de vue. Ensuite, ça va nous permettre là de décaler cette unité ici pour éviter qu'elle soit prise, ou peut-être qu'on va pas mettre celle-là là. L'idée c'est que là elle est quand même bien réduite, qu'elle arrête d'être prise à partie par l'unité d'artillerie, sinon elle va pas s'en sortir. Le problème c'est qu'on a ici une cavalerie qui peut vraiment nous faire du mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la cavalerie ici en protection pour éviter que cette cavalerie puisse attaquer nos unités d'infanterie, et on va avancer nos unités d'infanterie. Celle-ci, on va peut-être la mettre un peu en protection, un peu protégée sur le côté, où on la met... Ouais, on va la mettre là. Et notre chef, on va essayer de le mettre ici pour soutenir nos unités qui sont dans la zone 4. Et dans la zone 2, vu qu'on peut quand même... a priori, il n'y a pas trop grand monde qui nous embête. Donc on va essayer de progresser. Là, on va essayer de progresser. Alors comment on va le faire ? On va faire donc on va aller là avec celle-là, et celle-là on va essayer d'aller ici. Alors le problème c'est que là on risque de se faire charger, mais avant on va quand même avoir la possibilité d'effectuer un tir. On va prendre le risque. Donc une infanterie contre une cavalerie, elle est à pleine force, on va pouvoir lancer 3D. Donc cette infanterie qui va pouvoir lancer 3D contre la cavalerie qui est ici. Donc je lance mes 3D en espérant faire un résultat favorable. Donc 6, 1 et 1, donc ça fait quand même un 6, donc on
détruit un pas de l'unité de cavalerie. Donc c'est plutôt pas mal. Donc j'avais pas de malus hein, pour tirer en hauteur. Par contre, si j'avais été en hauteur, l'autre en bas, on aurait eu un +1 au dé. Il n'y avait pas d'obstacle particulier ou autre, donc je n'avais pas vraiment de modificateur. Donc j'ai utilisé ma valeur de base de 3D. Et si j'ai oublié un petit modificateur ici, puisque j'avais attaqué à portée de 3 après m'être déplacé, donc j'avais un dé de moins, j'aurais dû lancer que 2 dés. On va dire que j'aurais fait un 1 et un 6 et on va faire une touche quand même. On va s'arranger un petit peu. On passe ensuite à l'activation de l'IA. Donc pareil, de nouveau, on lance 4 dés pour notre IA. Donc on a les deux 6 qui pour l'instant ne servent à rien. Le 5, un 3 ici, et donc on a les relances qui sont possibles puisqu'il y a toujours le chef. Et là, on obtient un 1 et un 6 de nouveau, on ne relance pas de nouveau les dés. Donc on va avoir toutes ces zones qui vont s'activer. Pour la zone 1, il n'y a personne. Pour la zone 3, on a une unité ici de cavalerie et 2 unités d'infanterie. Donc on passe ici. Donc l'unité de cavalerie, la première chose qu'elle vous regarde pour faire, c'est attaquer. Si elle le peut. Il n'y a personne qui est adjacent, donc elle n'attaque pas. Donc on lance ensuite le dé pour savoir ce qu'elle va faire. Et sur un 6. Donc si le tour, donc là on a une conditionnalité sur le tour. Si le tour est strictement supérieur à 2, c'est-à-dire à partir du tour 3, et donc on est justement au tour 3, on sélectionne l'infanterie ennemie la plus proche, donc celle qui est la plus... si on a le choix ensuite, c'est celle qui est la plus avancée. On se déplace vers cette unité, et en suivant, donc comme critère, on essaye de se déplacer en priorité horizontalement, et si on a encore des choix, on va utiliser la liste de critères numéro donc TB1. Donc on va rebasculer sur la partie carte pour montrer tout ça. Donc on est ici. Concrètement, l'unité d'infanterie la plus proche, 1, 2, 3, elle est là. Là, on a des unités de cavalerie, mais on a bien dit se déplacer vers l'unité d'infanterie la plus proche. Pour se déplacer, il faut qu'on se rapproche, donc on réduise le nombre d'hexagones qu'on a, et on nous dit de nous déplacer en priorité de façon horizontale. Donc là, on est vertical et horizontal, on a toujours deux possibilités. Ici, on ne peut pas y aller de toute façon parce qu'on a une unité. Là, on est à l'horizontale, on réduit la distance, donc c'est un hexagone valide. On va de nouveau vérifier pour faire notre deuxième hexagone de déplacement, puisque je vous rappelle que l'infanterie a deux hexagones de déplacement. Donc là, on a deux possibilités. Un hexagone en vertical, un hexagone en horizontal. L'ordre nous disait qu'on se déplaçait plutôt en horizontal. Donc, on a le choix qui est naturel de se positionner ici. Et donc, on a fait notre première partie de l'ordre. On se déplace vers cette unité, donc horizontalement, on n'a pas eu besoin d'utiliser la liste de critères TB1, et ensuite c'est attaquer. Donc on peut attaquer qu'une seule unité, puisqu'il y en a une seule unité qui est au contact, donc là on va attaquer cette unité, et on est une cavalerie contre une infanterie. Donc vous voyez que c'est vraiment un nombre de dés assez important, surtout quand l'unité d'infanterie n'est pas en carré. Donc l'unité a plus que 2 en force, donc elle est réduite, donc elle lance que 5 dés. Et en plus, on est dans un hexagone de bois, donc on a l'attaquant à -1. Donc il va lancer 5 -1, 4 dés. Donc ça fait quand même 4 dés pour nous. Donc là, on reçoit une charge de cavalerie qui est pas vraiment très sympathique. On va espérer réussir à s'en sortir, et c'est plutôt pas mal puisque on n'a qu'une perte. Donc on réduit notre force à 2. Pas de recul, donc on reste sur place. On a réussi à, entre guillemets, encaisser cette charge de cavalerie, ce qui est plutôt une bonne chose. Ensuite, donc on a fait d'abord l'unité qui était là, donc maintenant on prend l'unité qui est la plus haute au-dessus, ça va être celle-ci. On rebascule de nouveau infanterie, donc
si en formation, donc on n'est pas en formation carrée, donc on est en formation de ligne, et s'il y a une unité de cavalerie ennemie à 3 ex de distance, on change de formation. Donc là, on va de nouveau vérifier. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc on n'est pas à portée d'une unité ennemie, donc de nouveau, cet ordre-là ne s'applique pas. Et ensuite, c'est attaquer l'ennemi le plus proche, donc qui est en portée et en ligne de vue. Donc on vérifie de nouveau si c'est le cas. Et là, on voit que 1, 2, 3, portée 3. La ligne de vue, est-ce qu'on l'a? Oui, puisque on est sur un hexagone de colline. Donc là, si on n'avait pas été sur un hexagone de colline, cet hexagone nous bloquerait parce qu'on a une de nos unités, une unité de l'IA qui est là, mais ce n'est pas le cas. On est sur un hexagone de colline, on voit par-dessus les unités adverses, donc on peut effectivement cibler l'unité qui est ici, puisqu'on est à 3 hexagones et qu'on a, en allant de centre à centre, on est bloqué que par l'unité, et vu qu'on est surélevé, on peut tirer par-dessus. Donc là, combien est-ce qu'on va lancer de dés? Une infanterie contre une autre infanterie lance de base 4 dés. Elle ne s'est pas déplacée, donc on va pas avoir le malus qui est lié au fait qu'on se soit déplacé avant d'attaquer. On va avoir par contre le bois, puisque notre unité à nous est dans le bois, donc il y a un -1. Par contre, on attaque depuis une colline. La cible n'est pas en colline, donc on est surélevé. Donc +1, -1 qui s'annule. Donc on va se retrouver à lancer 4 dés pour regarder les résultats. Donc là, on a notre infanterie qui était un peu avancée, qui prend un peu la sauce. Donc elle prend une perte. Donc on fait d'abord les touches en premier, donc on met un -1. Et ensuite, on applique les reculs, donc 2 reculs. On va devoir reculer vers notre bord de carte de 2 hexagones, 1, 2. Donc là, on a vraiment été repoussé assez violemment par notre adversaire IA. Donc on a joué cette unité, maintenant on joue celle-ci. Donc là, par contre, toujours pareil, il n'est pas à 3 hexagones, on peut pas attaquer, donc on lance un dé. Et donc là, pour un 4, si on n'est pas dans un hexagone de colline, on sélectionne un hexagone de colline adjacent et vide. Et si on a le choix, il faut que ça soit le plus proche de l'objectif. Et si on a encore le choix, du côté du joueur, donc de notre côté à nous. Donc là, on va regarder. L'unité, effectivement, n'est pas dans un hexagone de colline. Elle va pouvoir s'avancer vers un hexagone de colline qui est vide. Donc on a 2 possibilités. Donc le premier critère qu'on avait, c'est le plus proche de l'objectif. Les 2 hexagones sont à 1 de distance, donc de la même manière, on ne peut pas déterminer vers lequel on va se déplacer. Par contre, le second critère, c'est côté joueur. Donc côté joueur, ça veut dire que c'est celui qui est le plus près du côté du joueur. Donc pour le coup, c'est celui-ci. Donc l'unité avance là. Elle est ici. Donc on regarde ce qu'elle va pouvoir faire maintenant. C'est on s'est déplacé. On se déplace sur cet hexagone. Et maintenant, on peut attaquer l'ennemi le plus proche s'il y en a un. En commençant par commandant, artillerie, cavalerie, infanterie, si on a le choix. Donc là, on regarde. Et on a 2 cibles potentielles à portée 3, celle-ci et celle-ci. Ce sont 2 unités de cavalerie, donc on ne peut pas déterminer laquelle on va tirer par rapport à son type. Donc on va devoir regarder par rapport à la liste de critères TB2, donc qui est ici, qui est quelle unité attaquer. Donc, unité la plus proche de l'objectif. On se rend compte que les 2 unités sont à 4 hexagones de l'objectif, donc là, on ne peut pas décider. Unité la plus avancée. Et donc, l'unité la plus avancée, là, pour le coup, bah, c'est assez simple, hein, c'est celle qui est la plus haute sur la carte, donc la plus proche du côté de l'IA, c'est celle-ci. Donc, on va prendre pour cible celle-là, même si on va avoir un malus de -1 à cause de la présence du bois. Mais on voit que le critère, c'était unité la plus avancée, et que c'est seulement après qu'on a un critère par rapport au fait qu'on soit, par exemple, en bois ou de qualité. Donc là, on cible l'unité la plus avancée. Et donc, une infanterie qui attaque une unité de cavalerie va lancer 3 dés.
On s'est déplacé, donc on a un dé de moins. On a un terrain gênant, hein, qui sont les bois, qui nous enlèvent un dé. Le fait d'être en hauteur n'annule pas la pénalité. Hein. La seule chose qu'annule le fait d'être en hauteur, c'est le blocage par rapport aux lignes de vue. Et par contre, vu qu'on est en hauteur et que la cible est plus basse, on a un dé de plus. Donc on va lancer effectivement que 2 dés, ce qui est relativement peu, sur notre unité de cavalerie qui est avancée. Et donc là, on fait une perte. Hop là. Donc on a activer toutes les unités de la zone 3. La zone 4, malheureusement pour l'IA, il ne s'active toujours pas. Et maintenant, on a ici l'unité d'artillerie. Donc, on va vérifier ce qu'elle peut faire. Donc, l'unité d'artillerie, de nouveau, elle va essayer d'attaquer. Et si elle ne peut pas attaquer, on va lancer pour voir quel ordre elle réussit. Donc, on s'est enlevé de cette ligne là où on était en train de se faire un peu tirer dessus. Potentiellement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est à portée de cette unité là. Par contre, l'unité d'artillerie ne peut pas tirer parce qu'on a une unité entre l'attaquant et la cible. Donc ce n'est pas possible. Donc l'attaque n'est pas réalisable. Donc on passe à la suite. Et là, de nouveau, on lance un dé. Et on obtient un 2 qui n'est pas dans la liste. Donc quand on obtient un résultat qui n'est pas dans la liste, l'unité ne fait rien et elle n'est pas activée et elle termine son activation tout de suite. Donc là, on vient de finaliser le tour de l'IA. On avance le tour, on passe à notre tour de jeu, on lance nos dés pour voir ce qu'on va faire. J'obtiens 1, 4 et 6. Le 1 ne nous sert pas à grand chose, donc on va le relancer. Le 2, donc là, on est vraiment plutôt très très bien, parce qu'on va pouvoir activer ici. Le 6, on va décider d'activer sur la zone 3, et la zone 6 qui est là. Donc là, on est quand même plutôt dans une position assez intéressante. Je pense, donc on va essayer d'optimiser un peu nos déplacements et nos attaques pour faire un maximum de dégâts sur notre adversaire et profiter de notre situation assez favorable. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est que je pense qu'on va activer d'abord notre unité d'artillerie qui peut tirer sur l'unité qui se trouve là. Alors quelque chose qui est pas mal, hein, quand on commence à avoir pas mal d'unités activées, ça peut être, on la pivote légèrement pour voir qu'on l'a utilisé, surtout que par exemple si on a une unité qui part d'une zone et qui rentre dans une autre zone et qu'on va activer l'autre zone, on peut pas l'activer une seconde fois. Donc histoire de savoir quelles unités on a utilisées, ben on les pivote légèrement. Donc là on voit qu'on va pouvoir tirer. Donc on est une artillerie contre une infanterie, on va pouvoir lancer 3 dés. Et on va pas avoir de modificateur particulier puisqu'on n'est pas à portée, 1-3. L'unité est pas en carré ou quoi que ce soit. Le fait qu'elle soit en colline au-dessus ne change rien. Si ça avait été dans l'autre sens que ça aurait changé quelque chose. Et notre unité ne nous bloque pas puisque l'unité adverse est en dessus. Donc on va lancer 3D, hein, c'est bien ça, oui, 3D, contre l'infanterie qui se trouve au-dessus. Donc, on est plutôt chanceux puisqu'on réussit à faire 2 pertes. Donc là, c'est plutôt intéressant. Hop, pardon. On a réussi à vraiment affaiblir cette unité. Donc, maintenant, on va pouvoir essayer de voir... comment est-ce qu'on va faire de nouveau? Alors, avec notre unité de cavalerie là, on va sûrement aller essayer de bloquer l'unité de cavalerie adverse pour éviter de se faire prendre de se prendre des charges sur nos unités d'infanterie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une unité qui est adjacente à une autre unité, on considère qu'elles sont engagées en combat, et donc elles ne peuvent plus se désengager, c'est-à-dire que cette unité ne va pas pouvoir se déplacer hors
de ma proximité en fait, hein, de la zone de menace que j'exerce dans les hexagones autour. Donc ça permet de bloquer les unités adverses, notamment des unités de cavalerie qui auraient pu venir attaquer après mes unités d'infanterie et où ça aurait été peut-être un peu compliqué. Donc je vais me déplacer et je peux attaquer. Donc là, je suis adjacent, donc il n'y a rien de spécial. À 3 contre, donc avec unité, je vais lancer 4 dés, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Donc 4 dés, j'ai pas de modificateur particulier, hein, il y a pleine dans pleine, donc il n'y a rien de spécial. Et donc je fais 2-6, donc ça fait 2 pertes, donc je détruis l'unité adverse. Donc là on est vraiment très 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 bien. Ça nous a permis de libérer cette menace que faisait peser effectivement cette unité de cavalerie sur nos unités d'infanterie. Donc on va vraiment pouvoir en profiter. Et sur ce côté-là, on va essayer de faire la même chose, mais on va même venir ici pour potentiellement bloquer jusqu'à 2 unités adverses. Donc l'unité d'infanterie qui est là et l'unité de la cavalerie qui est ici. Voilà. Et de nouveau, on va attaquer, et on va attaquer l'unité de cavalerie, parce que je pense que c'est quand même les unités de cavalerie qui sont les plus menaçantes. Donc là, on n'a plus que 2 en force, donc on va lancer que 3 dés. Pareil, il n'y a pas de modificateur particulier. Donc je lance 3 dés, et je n'obtiens que un 4, donc je fais uniquement un recul. Donc là, par contre, c'est pas un résultat exceptionnel, mais on a réussi à repousser l'unité de cavalerie adverse. Donc là, on a activé nos unités qui étaient là. On va pouvoir... On va avancer avec cette unité ici. Hop là. Elle est à portée soit de celle-là, soit de celle-là. On va essayer de tirer sur cette unité-là, parce qu'elle est quand même bien réduite, avec pour objectif d'essayer de l'éliminer, parce que comme ça, on pourra peut-être bouger vers l'hexagone objectif si personne ne vient le renforcer. Donc ça peut être vraiment assez intéressant. Donc là, on n'a pas de modificateur vraiment spécialement, à part le fait qu'on s'est déplacé, donc on aura un dé de moins. Donc au lieu de lancer 4 dés, on va lancer 3 dés. Donc là, on fait un jet qui est pas formidable, puisqu'on fait rien du tout. Donc c'est un peu gênant, hein. Le plan va pas se passer comme on l'avait prévu. Cette unité, on va la déplacer peut-être pour qu'elle soit encore dans cette zone, pour avoir plus de chances de la déplacer, même si elle est quand même bien affaiblie. Et maintenant, il nous reste nos unités qui sont ici. Donc là, on va s'avancer ici. En s'avançant ici, on va pouvoir prendre pour cible l'unité d'artillerie. On va essayer de tirer sur l'unité d'artillerie, même si c'est assez difficile, puisque on n'a que 3 dés, et vu qu'on a avancé, on va avoir que 2 dés. Mais bon, c'est déjà pas mal. Et on réussit à faire une perte. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Cette unité-là, on va l'avancer. Alors, avant, on va avancer notre chef ici. Donc, il pourrait s'avancer de 2 hexagones. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, donc, on va avancer ici. Et de nouveau, on va prendre pour cible cette unité-là. Donc, on a toujours la forêt qui va nous gêner. Donc, au lieu de lancer 4 dés, on lancerait que 3 dés. Par contre, vu que le chef est adjacent, si on regarde sur la table des effets, on voit que une unité qui est adjacente à son chef, alors attendez que je... Voilà, unité attaquant alors qu'elle est adjacente à son commandant, on a un dé de plus. Donc, ça va nous permettre d'annuler la pénalité du hautbois. Donc, on va quand même lancer nos 4 dés. Et est-ce qu'on va obtenir? Et de nouveau, on n'obtient pas un résultat formidable, puisqu'on n'est réussi que à faire un recul. Donc en plus, ça l'a fait reculer, et recule toujours en arrière, et recule sur l'objectif, donc elle occupe l'objectif, donc ce qui fait qu'on va pas pouvoir potentiellement facilement l'occuper. Donc là, j'ai activé toutes les unités que je pouvais, donc pour les remettre, hop, je les remets d'aplomb, comme ça je sais que mon tour est fini, je les remets d'aplomb, et c'est un bon moyen mnémotechnique, savoir si on a quelles unités on a activées. Donc j'ai terminé mon activation, donc on passe
à l'activation de mon adversaire. Donc on va lancer ces 3 dés. Donc on va voir si... là, je suis quand même assez bien avancé au niveau de la position. On va voir s'il réussit à nous repousser ou pas. Alors, il y a un 3 ici, un 5 là, et un second 3. Donc le second 3, il va être potentiellement relancé, et on obtient de nouveau un 5. Donc c'est vrai que là, on est plutôt chanceux. Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc pour la zone, ah oui, pour la zone 3, donc vous voyez une infanterie là, une infanterie ici. Donc on n'est pas en formation carrée, par contre on n'est pas en formation carrée, on a des unités de cavalerie ennemie qui sont à 3 hexagones de distance. Donc là on va automatiquement changer de formation pour adopter une formation en carré, ce qui va nous permettre d'être protégés par rapport qui va permettre aux unités d'infanterie d'être protégées par rapport aux charges des unités de cavalerie, puisqu'elles vont avoir, si une unité de cavalerie attaque, on aura 3 dés en moins contre l'infanterie qui est en carré. Donc c'est assez logique, c'est un moyen en fait de protection, donc c'est assez logique qu'elle adopte cette formation-là. Et ensuite, ça indique qu'une fois qu'on est en carré, alors on peut essayer d'attaquer l'ennemi le plus proche. Donc là, l'ennemi le plus proche, il y en a 2, ici et ici. Le problème, c'est que là, on a un hexagone de colline, donc un hexagone de colline qui va bloquer la ligne de vue jusqu'à l'hexagone qui est en contrebas et autres, sur ce qu'on appelle un peu l'effet plateau, mais concrètement, si on a un hexagone de colline, si on avait eu un hexagone aussi de localité, on n'aurait pas pu tirer. Par contre, si on avait eu une unité, on aurait pu parce qu'on serait par-dessus. Donc on peut pas tirer sur celle-là, donc c'est pas compliqué, on n'a plus qu'une possibilité, c'est celle-ci, c'est la plus proche. Et là, on va faire notre jet de dés, infanterie contre cavalerie, on est à 3 dés. Par contre, on est en carré, donc quand on attaque en carré à portée 2 ou 3, on a un dé de moins, donc on va lancer que 2 dés. Allez, on fait 2, 6, donc là, ouais, là, franchement, ils ont été assez efficaces. Donc ils se sont mis en carré et ils ont bien tiré sur notre unité. Donc là, c'est un peu compliqué pour elle. Maintenant, on va utiliser celle-ci. Donc celle-ci, de nouveau, on est à 3 hexagones ou moins d'une unité d'artillerie. Donc là, on prend pas en compte des lignes de vue, de la voie pas ou autre. On sait que on est potentiellement en danger parce que si l'unité de cavalerie avance, elle va pouvoir nous attaquer. Donc on met une formation en carré, et après, pour déterminer si elle peut cibler ou si elle peut pas cibler, bah en fait, bah, elle peut pas tirer, puisque on a des hexagones de colline qui empêchent de tirer à travers. Ensuite, on a ici notre artillerie qui est en très bonne position pour tirer sur notre unité de cavalerie qui est avancée. Ça, j'avais vraiment pas fait trop attention à cette donnée-là. Quand j'ai avancé mon unité de cavalerie ici, c'était pas forcément finalement une bonne idée, puisque l'unité donc d'artillerie va pouvoir tirer. Et donc artillerie, pardon, contre de la cavalerie, c'est un seul dé, mais vu qu'on est à portée 1-3, on rajoute 2 dés. Donc on va lancer 3 dés. Donc 3 dés, ce qui est quand même pas mal, ça peut potentiellement faire vraiment mal. Et là, on obtient un 5, donc pardon, ça fait une perte et un recul. Donc une perte, avec un petit marqueur -1. Et un recul, on se met dans la protection des bois. L'activation de l'ennemi se termine. Donc, on voit un peu la situation aujourd'hui, à ce moment-là. Bon, on a quand même bien entamé l'adversaire grâce à nos charges de cavalerie. Par contre, bon, on voit qu'elles se sont bien avancées et elles ont été fortement affaiblies.
On voit aussi que finalement l'IA a pas vraiment eu de chance entre guillemets, si on peut dire qu'une IA a de la chance, mais l'automate a pas vraiment eu de chance parce que il y a quand même toute cette zone qui a jamais été activée ni celle-ci. Ça fait partie un peu du jeu, hein, de ce mécanisme d'activation par dé qui fait qu'on a des troupes qui vont ne pas pouvoir des fois se déplacer. Donc on peut aimer ou pas cet aspect-là, mais c'est ce qui permet d'avoir de l'incertitude qui va se générer par le système de jeu en lui-même et entre guillemets un peu de chaos, et nous en tant que joueurs va falloir qu'on s'adapte entre guillemets à ces potentiels coups du sort pour réussir à faire en sorte de bien grouper ses troupes, d'optimiser au mieux quand on a des 6 et quand malheureusement on a un résultat qui est pas favorable, faire en sorte de l'utiliser au mieux pour que on puisse tirer le maximum de nos troupes. Et de l'autre côté, ça permet aussi d'avoir énormément de rejouabilité parce qu'en fait en fonction des tirages de dés on va se rendre compte notamment au niveau de l'IA qu'elle va se comporter complètement différemment, qu'elle va être peut-être plus agressive et qu'elle va nous donner peut-être plus de fil à retordre, ou de l'autre côté si dans ces cas-là elle l'est moins, donc c'est un peu plus simple pour nous, mais ça permet si on vient à rejouer exactement le même scénario de se retrouver avec quelque chose qui va être complètement différent en termes de déroulé, et donc de pouvoir rejouer plusieurs fois une même bataille et d'avoir à chaque fois une histoire différente, un déroulé différent, donc une expérience de jeu qui va être vraiment différente. Et donc là on voit que donc on est à peu près, donc là on passerait au 5e tour, donc on est à la moitié du jeu, donc on est encore, on est pas encore près d'atteindre l'objectif, parce que bon, pour atteindre l'objectif, il faut pouvoir s'y déplacer, donc là on peut pas, nos cavaleries ont été repoussés, on a nos infanteries qui commencent à monter en ligne, donc on va essayer effectivement, si on continue à jouer, d'avancer pour essayer de culbuter les forces françaises, mais c'est pas forcément si simple que ça, même si on a quand même réussi à leur détruire une unité. Et puis on voit aussi que on va peut-être essayer aussi, là vous avez vu le commandant qui donne quand même pas mal de bonus aux unités qui lui sont adjacentes, puisqu'elle annule les reculs et elle permet d'avoir +1 au jet de dés. Bon, je dois dire que là, sur cette partie, j'ai pas forcément optimisé au mieux le placement de mon chef. Il y aurait peut-être eu à faire, mieux à faire. Mais bon, voilà, c'était une petite partie comme ça de découverte pour vraiment vous expliquer comment ça fonctionne au niveau de ce tableau de l'IA. Donc encore une fois, le tableau de l'IA est vraiment pour chaque bataille différent. Donc on va avoir aussi à chaque scénario un comportement différent, donc de nouveau des situations différentes. Donc ça c'est quand même sympa, sachant que je rappelle qu'il y a quand même 20 scénarios. Après on a un petit historique de la bataille, donc on a l'objectif, et on a toutes les règles qui sont importantes, que ça soit les caractéristiques de nos unités, les modificateurs qui vont pouvoir s'appliquer quand on attaque, ou les critères de décision de l'IA qui sont rappelés sur cette page. Et en fait en termes de configuration, quand on est sur le livre en spirale, on se retrouve comme ça. Donc d'un côté, on a nos instructions qui nous rappellent comment jouer, et notamment comment jouer l'IA, de l'autre côté la bataille. Donc on est sur un format qui est quand même assez sympathique, qui est vraiment simple à mettre en œuvre. On ouvre notre livre à la bataille qu'on veut faire, on met en place nos pions et on commence à jouer rapidement, et on va pouvoir jouer en 3/4 d'heure, 1 heure, assez facilement, faire une petite bataille comme ça en solo. Donc c'est plutôt vraiment intéressant. Moi ça m'a vraiment emballé quand j'ai vu le format et le type de jeu et la proposition ludique. Ça va permettre de découvrir le jeu de stratégie historique tranquillement en solo. Des fois c'est pas forcément simple de trouver des joueurs qui apprécient ce type de jeu. Peut-être de découvrir aussi comment on joue à ces jeux, et puis avoir une petite passion pour ce jeu de stratégie et d'affrontement. Donc grâce à un format facile à prendre en main, encore une fois.
Voilà, donc vraiment quelque chose de sympathique. Donc nous, on va proposer ce livre, puisque ça sera un livre en précommande. Donc il y aura toutes les règles, ça fera quasiment 80 pages entre les règles, les 20 scénarios, à chaque fois 2 pages par scénario. Et puis donc la planche de pions. Donc on aura les pions qui seront aussi compris avec le livre. Comme ça, vous n'aurez pas à fabriquer un peu avec la colle et les ciseaux. Non, vous aurez les pions qu'on pourrait dégrapper d'une planche de pions assez classiquement. Et le tout sera emballé dans une pochette, une petite chemise qui permettra d'avoir un format un peu et puis une apparence un peu sympathique, et puis tout avoir au même endroit. Donc on va proposer ça effectivement en précommande sur notre site assez rapidement si ça n'est pas déjà le cas. Au niveau du nom du livre, donc là on voit que c'est Batallas Napoleónicas en la Península. Donc si on traduisait, je m'excuse pour mon accent espagnol, mais si on traduisait de façon littérale, ce serait bataille napoléonienne dans la péninsule ou en péninsule. Donc on pense, nous, et vous pouvez commenter éventuellement dans les commentaires de la vidéo, qu'on va appeler ça les aigles de Napoléon en péninsule ou les aigles napoléoniennes en péninsule. Alors pour la petite histoire, les aigles, c'est quoi? C'était ces sculptures qu'on avait au-dessus des étendards et des drapeaux des régiments napoléoniens et qui étaient en forme d'aigle. Et c'est pour ça, donc c'était vraiment très typique de l'armée française à l'époque de l'Empire. Donc c'était vraiment quelque chose qui était significatif de l'épopée napoléonienne et notamment des troupes françaises. Donc on trouvait que c'était un peu plus un peu plus sympathique que juste bataille, donc les aigles de Napoléon en péninsule. Et donc n'hésitez pas à faire un petit commentaire sur ce choix de nom, ce que vous en pensez. Et puis donc dans ce jeu on va pouvoir jouer parce que chaque bataille, en fait, là on a joué la bataille de Rolifa, donc la première partie, et on va la jouer du côté des Britanniques, mais on a la possibilité de la jouer avec le côté français. Donc là, on se retrouve dans le côté où on va devoir défendre avec les unités du Britannique qui vont être à l'offensive pour essayer de capturer le même hexagone objectif qu'on a, mais donc on va inverser les rôles. Donc ça permet aussi de jouer une bataille dans un sens et dans l'autre, donc c'est toujours sympathique. Et puis dernier petit point, c'est un jeu qui potentiellement pourra se jouer à 2 joueurs, si vraiment on trouve quelqu'un, ou si on a envie d'essayer à 2 joueurs. Et pour y jouer, ça sera relativement simple. En fait, on va utiliser exactement les mêmes règles pour un joueur et pour l'autre, donc avec des activations à 3D, avec les modificateurs par le chef. Et par contre, on pourra jouer ses troupes un peu comme on veut. Donc on sera plus contraint par des obligations par rapport à un automat. Hein. Les deux joueurs seront libres de leur choix en fonction des dés d'activation qu'ils auront réalisés. La seule chose qu'il y aura, c'est qu'il y aura des petits ajustements qui seront à faire au niveau des troupes, puisque c'est quand même beaucoup plus, entre guillemets, on se retrouve un peu plus difficile de jouer contre un adversaire humain qui va a priori avoir un peu plus de réflexion qu'un automat qui réagit en fonction de lancer de dés. Mais c'est quand même à la base un jeu qui a été fait pour le solo, avec, comme vous avez vu, un automat qui est assez bien décrit, avec pas mal d'actions possibles, et qui est adapté en fonction du type de la bataille. Donc ça, encore une fois, je trouve ça vraiment très sympa, et qui éventuellement peut jouer à 2. Mais l'essence de ce jeu-là, c'est d'avoir son livre, de se poser tranquillement sur sa table, de ouvrir son livre, de mettre en place ses pions et de se jouer une petite bataille napoléonienne. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas au niveau des commentaires, nous dire ce que vous pensez aussi du nom. Et puis j'espère vous revoir bientôt, éventuellement pour vous parler encore de ce jeu ou sûrement et peut-être même d'un autre. Et donc à la prochaine. Au revoir.